Bonjour, vous êtes bien sur le podcast de Plénite Finance, le podcast grâce auquel vous allez apprendre à maîtriser votre argent pour accomplir vos projets. Je suis Xavier et aujourd'hui je reçois Mathieu, l'un des coachs budgétaires de Plénite Finance. Il s'épanouit dans ce rôle où il se sent utile pour les personnes accompagnées tout en conservant une grande liberté, valeur très importante pour lui. Si le témoignage de Mathieu vous donne envie d'en savoir plus sur ce coaching budgétaire, rendez-vous sur www.plénite-finance.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute de l'épisode. Bonjour Mathieu, Bonjour Xavier. bienvenue dans cet épisode du podcast où tu es en fait chez toi, hein. Tu n'es pas chez moi mais tu es chez toi puisque tu es auditeur coach de Plénite Finance et tu vas nous expliquer en quoi ça consiste, ce que ça permet aux accompagnés et puis bien sûr tu vas nous présenter cette offre de service et puis surtout tu vas commencer par nous expliquer, d'où tu viens, qui tu es et comment tu as fait pour en arriver à cette activité d'auditeur coach, dans le domaine de l'accompagnement, aux finances personnelles. Donc écoute, première question très ouverte, explique-nous ton parcours et je me permettrai de te poser quelques petites questions ici ou là, peut-être pendant la présentation. On va faire comme ça. Écoutez, moi je suis très content d'être là. Je suis plutôt quelqu'un de discret. J'aime pas trop prendre la lumière. Donc pour moi c'est un exercice pédagogique. Écoute, je suis pas forcément toujours à l'aise pour parler de moi, mais je pense que c'est intéressant pour Plédite de pouvoir un petit peu s'exprimer, d'expliquer d'où on vient et pourquoi on fait les choses. Je pense que c'est fondamental. Donc écoute, en quelques mots, moi j'ai le souvenir un petit, je crois que j'étais encore en primaire, et j'avais eu cette idée, vraiment un flash qui m'a parcouru l'esprit. Quand je serai grand, je veux être indépendant. Et je me dis, mais quand j'y repense, alors c'est peut-être un souvenir un peu fantasmé, on ne sait pas exactement si ça s'est passé comme ça, mais en tout cas aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai eu cette petite idée, cette petite lumière qu'on a parfois tous quand on est petit et qu'on grandit. Pour moi, c'était être indépendant. Alors, dans mon contexte à moi, c'était plutôt être indépendant financièrement. Moi, j'ai compris plus tard que ça suffisait pas, que D'accord. l'argent était important, mais que, bon, comme on dit, l'argent ne suffit pas pour être heureux. Mais moi, petit, c'était ça qui coulait dans mes veines. Très très jeune, j'ai fait des petits boulots. J'ai vécu quelques années en Asie quand j'étais adolescent. Et à cette époque, en fait, je me suis mis à vendre des choses sur Internet, des t-shirts, des CD, des trucs comme ça D'accord. pour rapidement comprendre comment fonctionnait un petit peu le commerce tout simplement, et surtout toujours dans l'idée le plus rapidement je peux être indépendant, le mieux c'est. Tu as commencé vers quel âge alors? 14 ans, parce que la facilité faisant, quand on est dans un pays étranger, les différences peuvent sauter aux yeux plus facilement que quand on est en France. Voilà, donc ça a été un peu plus simple pour moi de m'apercevoir qu'il y a des choses qui coûtaient moins cher en Asie, que c'était plutôt intéressant pour les clients français d'en faire l'acquisition. Donc c'était le début de ton indépendance? Ouais, alors moi je le vois comme ça, je l'explique maintenant. À cette époque, je pense que j'en avais pas du tout conscience, Bien sûr. mais c'était vraiment un driver très fort chez moi, quoi. C'était vraiment le premier levier. Pour moi, ma première valeur, c'est la liberté. OK. Si je tire un petit peu le fil, de mes 14 ans à toutes les études qu'on suivi, moi je n'ai pas arrêté d'avoir une petite activité. Alors qui a été peut-être un peu plus mise en sourdine pendant les études supérieures, mais j'ai toujours eu cette envie, j'ai toujours continué à apprendre, à faire différentes choses, et puis assez rapidement aussi à investir, voilà, dans les actions, dans l'immobilier. Toujours cette même logique. OK. Donc j'ai fait mes études, j'ai commencé à travailler. Et je me suis aussi aperçu d'une deuxième chose fondamentale qui m'est venue pour le coup beaucoup plus tard, c'était que ce qui me motivait aussi dans la vie, c'était aider les autres. Alors ça a l'air assez large comme conception, mais je me suis rendu compte que ce qui me faisait plaisir à moi, alors que j'ai occupé des postes dans des directions financières, dans des sociétés de plus ou moins grande taille, c'était que moi j'aimais apporter quelque chose aux autres sous quelques formes que ça pouvait prendre, mais c'était ça mon driver. Donc une fois ma carrière, on va dire, bien lancée, et puis mes objectifs en termes de revenus et puis de placement arrêtés, je me suis dit,
peut-être il manque quelque chose. Je me dis, mais bon, tout ce que tu as fait c'était bien, ça a du sens, tes valeurs sont à peu près alignées, mais est-ce que tu pourrais pas passer à autre chose, à faire quelque chose de beaucoup plus diversifié? Tu as acquis une certaine indépendance financière, mais c'est quoi aussi? Est-ce que toi tu es libre finalement? Est-ce que au-delà de l'argent, il y a d'autres sujets? Et là, je me suis dit, bah, Mmh. ça serait quand même intéressant pour moi de pousser un petit peu cet aspect-là de ma personnalité, de me dire, bah tiens, comment je pourrais aider les autres autrement que ce que j'ai pu faire précédemment. Pardon, juste avant de te laisser continuer, tu exerçais quoi comme Alors activité j'ai alors? été, Avant ce ouais, bah, changement que tu vas nous écoute, annoncer? j'ai été directeur financier dans une start-up, et puis j'ai occupé des postes dans les directions financières, dans des grands groupes, hein, chez Leroy Merlin, ou dans des petites structures, hein, surtout start-up quoi. Mais toujours secteur financier, quoi? Toujours la finance, ça c'est vraiment ce qui coule dans mes veines depuis, depuis toujours. Depuis toujours? OK. Et donc changement. Exactement. Changement. Alors moi je suis très prudent, donc j'ai changé sans changer au début, hein. Je me suis dit bah tiens, j'aimerais bien avoir une activité à côté de mon travail. Et c'est là que j'ai commencé à creuser un peu ce sujet. Je me suis dit avant de partir, avant de couper les amarres, ça serait quand même pas inintéressant de tester quelque chose avant de se lancer complètement, hein. Donc c'est là que j'ai pris attache avec Plenifinance. J'ai pas entre guillemets fait une étude de marché, hein. Je suis vraiment arrivé sur le site de Plenifinance. Je me suis dit tiens ça a l'air intéressant. Et puis effectivement je me suis dit bah tiens ça fait sens avec qui je suis, ce que je pourrais Mmh. apporter. Je sais pas encore si comment je vais m'y prendre ou si ça va fonctionner, mais tiens testons un peu l'idée. Donc je prends contact avec Plenit Finance et puis là, de façon assez intuitive pour moi ou assez logique, bah, je suis d'abord coaché avant de devenir coach. Voilà, Ouais, normalement, c'est le parcours en effet. exactement. Donc c'est bien que tu l'aies suivi aussi, ouais. Voilà, comme tous les autres coachs, j'ai aussi été coaché. Et alors, en tant que coaché, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton expérience? Écoute, alors moi c'est vrai que j'étais plutôt organisé, plutôt rigoureux. Donc ça, alors moi ce que ça m'a apporté, c'est surtout la façon d'en parler aux autres. Le fait d'être coaché, on travaille sur ses comptes, hein, sur son budget, sur son rapport à l'argent, mais on voit aussi comment on peut amener des choses, comment on peut expliquer. Donc il faut un petit peu se servir aussi de son propre exemple. Il y a forcément des choses qui vont pas, hein. On n'est pas complètement parfait quand on est coach, hein. On fait des erreurs Non, non, comme c'est tout le sûr. monde. Et c'est cette dimension-là qui m'a plu. Et puis ça a permis aussi au sein de mon couple d'avoir une vision un petit peu différente. Moi j'étais un peu ma tête dans le guidon, je regardais un petit peu mes propres dépenses, ou ce genre de choses. Et là j'ai pris un petit peu de recul avec tout ça. Donc ça a changé un petit peu ma vision des dépenses au sein du couple. Voilà. OK, parfait, oui, parce que tu as suivi la formation, enfin tu as été bénéficiaire du coaching, mais en sachant que c'était toi-même pour devenir coach, donc forcément c'était un peu orienté, même si c'est le parcours habituel. Bon, tu avais des objectifs bien précis en suivant cet C'est accompagnement. ça. Et donc tu t'es lancé par la suite, hein, en tant que coach? Ouais, donc j'ai quitté mon emploi précédent, je me suis lancé, hein, vraiment, j'ai pris en fait pour moi c'est extrêmement important de prendre une décision tranchée. Donc j'ai quitté mon emploi précédent, je me suis dit bah tiens tu vas te donner un an, voir comment ça se passe. Donc ça c'était quoi début 2022. Et donc j'étais stagiaire, hein, donc on m'a donné mes premiers clients à coacher. Je retiens cette expérience qu'il faut jamais se presser, c'est très très bien de commencer par un client, puis deux, puis trois. Euh, on apprend énormément et je pense que c'est la bonne voie en tout cas, de ne pas se précipiter, de faire les choses vivement. Progressivement, quoi. Exactement. OK, donc tu as eu quelques clients au début, ça s'est développé. Quel retour tu peux nous faire sur le profil des personnes que tu reçois en coaching? Alors c'est très très varié. Après, on retrouve quand même des situations de vie. Souvent, j'appelle ça moi parfois des accidents de vie. Donc on a beaucoup de parents solos, hein, souvent que ce soit des hommes ou des femmes. À un moment donné dans leur vie, il y a eu un événement particulier qui a fait que la situation qui pouvait peut-être être à l'équilibre ou un petit peu tendue s'est retrouvée encore plus impactée par un accident de la vie. Ça peut être perdre un emploi, ça peut être se retrouver seul à gérer les enfants. Donc on retrouve quand même, alors c'est pas tous nos clients, mais
Pour moi, c'est ceux qui me marquent le plus, et c'est ceux que j'ai eu, c'est ces profils-là que j'ai eu au début. Et la posture de coach, tu l'avais, déjà, en toi, je dirais, ou peut-être tu avais des rôles de manager dans certains de tes emplois précédents qui ont pu t'aider ou tu as dû la travailler? Comment ça s'est passé? Parce que, Alors, en gros, la posture de coach, hein, on est d'accord, c'est pas de donner des conseils à tout crin, mais c'est de faire émerger les solutions, par les personnes accompagnées, quoi. exactement. Alors moi je suis quelqu'un de très diplomate, très pédagogue, donc ça aide beaucoup, mais ça peut être aussi un frein. Donc je m'explique. J'ai la posture bienveillante, j'ai la posture d'écoute, ça c'est naturel chez moi. Par contre quand on est coach ça ne suffit pas. Il faut être capable de bousculer un peu les gens, parce qu'à un moment donné, les gens qui font appel à nous sont dans une situation très compliquée, et ils ont besoin de prendre du recul et qu'on leur fasse voir un petit peu les choses. Et souvent, ça passe quand même par une prise de conscience qui peut être parfois, enfin vraiment très compliquée hein, pour certaines personnes. Il faut accepter la situation. Parfois, c'est très compliqué. On a parfois des gens qui pleurent au téléphone, donc il faut aussi être capable de gérer ce genre de situation. Donc il faut pousser un petit peu de façon à bousculer, mais sans complètement, sans aller trop loin, quoi, sans casser la personne, quoi. Ouais, bien sûr. Et donc ça, tu l'apprends encore tous les jours? Ah oui, Tu dis que tu avais des ouais. prédispositions, mais bon, malgré tout, j'imagine. Non, et puis surtout, même avec le recul, chaque situation est différente. Parfois, on va se tromper. Moi, Ouais. ça m'est arrivé de commencer un coaching peut-être en anticipant certaines choses ou certains comportements, et je me suis aperçu que non, c'était pas forcément la bonne méthode. Donc, on rectifie un petit peu le tir. Il faut savoir s'adapter, et tous les profils sont différents, quoi. Donc tu nous disais que, pas mal de clients qui avaient eu, une difficulté particulière à un certain moment dans leur vie, qui avaient, je suppose, déséquilibré, leurs finances personnelles et qui avaient donc des besoins de les remettre à plat, de faire le point sur les revenus, mais surtout les dépenses et puis de réorganiser tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques qui sont rencontrées? On a parlé tout à l'heure, hein, tu parlais pour toi, mais de la problématique ou en tout cas de la gestion de l'argent dans le couple. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent faire qu'à un moment donné, c'est pertinent pour, une personne de faire appel, à l'offre de Plénitude Finance? Alors, je pense à des profils hein, qui ont perdu confiance. Donc c'est à peu près la même, tu vois, la même source, mais on va pas travailler la même chose. Ce sont des personnes qui, parfois, suite à encore une fois un accident de la vie, ont un peu perdu pied, un peu perdu confiance et ont du mal à remonter la pente. Donc, bien évidemment, il y a l'aspect financier, mais pas que. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont besoin de retrouver confiance. Je prends l'exemple d'un client, par exemple, sa situation financière a été compliquée, et je me suis aperçu en fait au fur et à mesure que tant que cette situation-là n'était pas réglée, ça l'empêchait de changer de travail. D'accord, ouais. Il se disait, mais si moi je suis pas capable de gérer un budget, bah, je suis pas en mesure de faire autre chose. Donc en fait, il est Ouais, ouais, resté coincé. je suis pas Voilà. légitime à candidater sur un nouveau poste parce que je dé c'est déjà pas réglé mes propres affaires, hein, c'est ça? Exactement. Et ça, je le retrouve de temps en temps sur certains profils. Donc il y a vraiment cette idée de reprendre confiance. Le coach, il est neutre. Il n'est pas là pour juger les gens. Euh, et parfois, c'est bien que tu le mentionnes, quand on travaille avec des couples, on est vraiment parfois un peu en situation de punching ball, quoi. On est la personne neutre, et on est amené à avoir des visions extrêmement différentes entre les deux personnes qui constituent le couple. Et parfois, ça va un petit peu au clash, hein. Ouais, 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 ouais. Mais d'un autre côté, d'avoir les 2 personnes, c'est vraiment l'occasion de remettre à plat, le fonctionnement, hein, de l'argent dans le couple. Parce que parfois, j'imagine que si c'est une personne qui fait l'effort toute seule et l'autre qui, s'en désintéresse, bon, c'est pas évident non plus, quoi, hein, pour la personne accompagnée qui vit ça seule, quoi. Non, je pense à c'est bon, j'ai envie de dire c'est un peu classique, mais on a souvent une personne qui est plutôt proche de son argent, qui a en fait tout provient aussi de l'éducation financière que chacun d'entre nous a pu avoir. Au sein d'un couple, on peut avoir une personne dont les parents étaient un peu chiches, un peu frugaux. Donc ce sont des personnes qui leur relation à l'argent c'est relativement simple, c'est je mets de côté tous les mois, je dépense entre guillemets chichement mon argent, et puis et l'autre personne qui partage le couple est plutôt dans une optique un peu différente. Bah, l'argent, ça sert à me faire plaisir. J'ai envie de partir en vacances, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Donc, comment concilier
Ouais, ces deux les 2. personnes Ouais, ouais. Ah ouais, qui c'est sûr. partagent. Ouais, oui, oui, oui. Et je rajoute juste une petite chose là-dessus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça se voit encore plus au moment où ces personnes ont des enfants. Ouais. C'est là qu'ils parfois ils perçoivent encore plus leurs différences. Il y a des nouvelles sources de dépenses, donc il faut quand même gérer ensemble, quoi, hein, obligatoirement. Donc, C'est ouais, ça. ouais, d'accord, d'accord. Donc ça peut être un moment aussi, une naissance de mettre à plat son fonctionnement et de gérer ses priorités aussi, là-dedans, quoi. Bah, souvent, en fait, dans ces cas-là, tu as chacun gère ses comptes un peu de façon séparée. Et à l'arrivée d'un enfant, bah tiens, on va ouvrir un compte commun. Bah tiens, il y a quand même pas mal de dépenses communes. Comment on fait, comment on gère, combien on met sur le compte, quoi. Et là, c'est pas toujours évident d'arriver à un consensus. C'est ça que je voulais te demander. Il y a le coaching et l'audit. Alors, c'est plutôt l'audit et le coaching dans ce sens. Tu peux nous dire en quoi consistent ces 2 étapes de l'accompagnement? Oui, alors moi j'aime beaucoup ce que j'explique souvent. La particularité que j'ai encore plus que celle-ci, c'est que je fais également de la vente. Et quand on vend la prestation de coaching, en fait, on explique au client la différence entre l'auditeur et puis le coach. D'accord. Alors, j'utilise souvent la métaphore de la santé, hein, même si je sais que c'est pas complètement juste ou que ça reflète pas la réalité. C'est l'auditeur, c'est plutôt l'urgentiste. Il intervient, il ne sait pas ce qu'il va voir. Donc, il ouvre le capot. Il se dit, Ouais. bah, qu'est-ce que je vais découvrir? Je ne sais pas encore. J'ouvre le capot l'idée, c'est qu'il fasse un bilan. Ce bilan, il a quand même peu de temps pour le réaliser. Il intervient en général dans l'urgence parce que les clients qui nous appellent souvent, c'est bah, j'ai une situation très compliquée, aidez-moi, quoi. Ils ont fait la démarche de demander de l'aide. Donc déjà, il faut instaurer une relation de confiance et il faut ouvrir le capot. Et en ouvrant le capot, on a franchement un panorama de situation extrêmement large. Et là, l'auditeur doit se dire, bon, je fais un bilan, mais est-ce qu'on est capable d'aider cette personne par la suite? C'est la première question qu'on va se poser. Donc vraiment, OK. cette idée de je suis l'urgentiste, j'interviens, j'ouvre le capot, je fais un premier diagnostic, qui est pas parfait, mais c'est vraiment la première brique de ce que pourrait être l'accompagnement derrière. Pardon, je te coupe déjà, mais c'est quoi les personnes que tu ne peux pas accompagner? À contrario, tu vois? Bon, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit, donc des clients gros fumeurs par exemple. C'est bête, hein, mais c'est un poste de dépense qui est Ouais. extrêmement important. Et on Mmh. s'aperçoit que malheureusement, si la personne ne peut pas arrêter de fumer, on va beau pouvoir baisser certains postes de dépenses, les loisirs, etc. Tant que ce poste de dépense n'est pas optimisé ou n'est pas revenu à zéro, la personne sera toujours à découvert. Donc on sait déjà que c'est pas possible. D'accord, OK. Donc là, le diagnostic, c'est que, tu peux pas t'engager dans un accompagnement parce que les prérequis sont pas là, quoi. Alors ça peut être ça peut être un endettement trop élevé, on s'aperçoit que l'endettement est beaucoup trop élevé, donc là on va aiguiller les personnes vers des structures comme Crésus, hein, je pense aux associations qui prennent le relais et qui peuvent Bien sûr. monter des dossiers de surendettement. Et voilà, c'est vraiment les deux cas auxquels je pensais. Donc l'urgentiste, fait un diagnostic. Voilà. Qui ressort de là, en bilan, on a quoi là? Forces et faiblesses de la gestion, Ouais, il y a alors des montants quand même, il y a des il y a des montants, on est sur, en général, on va creuser les 3 derniers mois de dépenses. Pourquoi les 3 derniers mois? L'idée c'est d'avoir suffisamment de matière pour être capable de faire quelque chose qui soit le reflet de la réalité. Parfois il y a des mois un peu différents des autres, hein, je pense aux vacances ou à Noël, enfin bref, peu importe. On fait ce travail j'appelle ça moi, de l'archéologie parfois, parce que les gens se souviennent pas forcément ce qu'ils ont fait il y a 3 mois. c'est sûr, c'est sûr. Donc On il y a leur pas mal. rafraîchit la mémoire, ouais. C'est ça. Donc on creuse les 3 derniers mois de dépenses et on se dit bah voilà, voilà ce qui va bien, voilà ce qui va moins bien. Et une fois qu'on a posé ce diagnostic, bah qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les premières étapes pour que votre situation s'améliore? Et en général, on travaille sur les 3 mois qui suivent. Donc en gros, je regarde ce qui s'est passé les 3 derniers mois, forces et faiblesses, qu'est-ce qu'on peut faire, et surtout, bah on vous propose une stratégie pour que votre situation s'améliore dès les 3 prochains mois. D'accord. OK. Si nous on n'est pas capable de faire ça, voilà, on ne prend pas la décision d'accompagner la personne. D'accord, mais à la sortie de l'audit, tu as une stratégie pour les 3 prochains mois pour Exactement. montrer, les pistes, aux personnes et puis surtout expliquer ce qu'ils peuvent espérer d'un accompagnement, de type coaching, quoi. Parce OK. que l'idée, c'est quand même des gens qui nous sollicitent, qui ont besoin d'aide. L'audit, c'est un très très bon outil pour savoir ce qu'il faut faire, mais on s'aperçoit que les gens ont besoin d'un petit coup de pouce généralement pour aller un peu plus loin. OK, OK. Donc une fois qu'on a vu l'urgentiste, on va voir qui?
Et ben on va voir. Alors j'aime pas bon, j'appelle ça un spécialiste, mais pourquoi spécialiste? Dans le sens où on peut être amené à traiter des cas extrêmement variés. Je prends l'exemple de l'endettement un petit peu trop élevé. Alors certes, il y aura un travail à faire sur les dépenses, mais on sait que derrière, on va pouvoir aller travailler sur un rachat de crédit, par exemple. Si on est sur une situation de dépenses compulsives, voilà, il y a des comportements à changer. Donc on va être sur des choses peut-être un peu plus spécialisées. D'accord. OK. Le processus de coaching, tu peux nous le présenter? Oui, en fait, l'idée, c'est d'apprendre, hein, tout simplement. C'est vraiment un transfert de savoir, hein, de méthodologie. C'est avoir de la rigueur et puis être capable de gérer un budget, hein. Il y a énormément de personnes qui n'ont jamais fait de budget. Donc, c'est clairement la première étape. Alors, l'argent, c'est pas tout, mais on passe quand même par cette méthodologie avec l'outil dédié à Plénitude Finance, apprendre à gérer un budget et puis savoir le faire par la suite en autonomie. Mais le rôle du coach ne s'arrête pas là, on est vraiment sur de la technique, hein, sur l'outil. En fait, la grosse plus-value du coach, c'est de changer durablement les habitudes. Donc, on s'aperçoit qu'on a des habitudes ancrées, surconsommation, recours au crédit. En fait, on est là pour traiter le problème de fond. Si on ne traite pas le problème de fond, on a beau avoir inculqué une méthode de travail ou avoir appris à faire un budget, si on n'a pas traité le problème de fond, bah, on va répéter peut-être ces mêmes erreurs par la suite. Le problème va se répéter. Exactement. Alors comment tu fais pour que les gens, ils arrivent à changer de comportement? Alors, si je fais un peu les étapes clés, c'est déjà je demande de l'aide. Pour moi, c'est déjà la moitié du travail. C'est en toute humilité, demander de l'aide à quelqu'un, c'est pas intuitif, quoi. C'est bonjour, j'ai besoin d'aide. Bon, c'est Ouais. déjà, Surtout déjà sur des sujets comme ça, quoi, hein. exactement, qui touchent à l'intime, qui sont parfois, voilà. Parfois, les gens n'en parlent pas à leurs proches. Vraiment, l'auditeur, c'est la première personne qu'ils ont au téléphone en disant bah je suis pas, voilà, c'est pas la forme en ce moment, j'ai un problème, j'en ai parlé à personne, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Donc première étape, demander de l'aide. Deuxième étape, avoir envie de changer. Ça paraît complètement basique, mais si j'ai besoin d'aide, mais je suis pas encore prêt parce qu'il va falloir travailler, hein, c'est ce qu'on explique, hein, au téléphone, Ouais. c'est bah euh, ok, on peut vous aider, mais est-ce que vous avez la motivation, l'envie de changer les choses, quoi. Et pour moi, c'est les deux facteurs clés de succès qui vont faire que par la suite, on a fait le diagnostic, on sait ce qu'il faut travailler. Après, j'ai envie de vous dire que c'est au coach, hein, de prendre les clients par la main et puis de les amener sur ce chemin du changement. Alors, il me semble que justement, hein, c'est la grosse plus-value du coach, c'est dans l'accompagnement au changement, d'avoir une vraie personne en face, d'avoir un humain en face. C'est responsabilisant quand même pour le client, hein, pour la personne qui est bénéficiaire du coaching, parce que bien sûr, hein, il existe des solutions 100% en ligne dans tous les domaines à peu près qu'on peut imaginer. Mais bon, disons que si on ne fait pas vraiment ce qu'on avait prévu et qu'on en réfère à une appli, c'est pas très engageant. Mais l'air de rien, d'en référer à un humain avec qui on va avoir un rendez-vous 10 jours ou 15 jours après, et puis lui expliquer qu'on n'a pas mené à bien ce qu'on avait prévu, même si c'est pour soi et pas pour lui qu'on le fait. Mais c'est quand même ce côté responsabilisant qui est, je trouve, une plus-value en fait de l'accompagnement par un coach, quoi. Alors je sais pas si tu le ressens ça, ou si tu penses que pour les clients ça joue? Bah, moi, j'aime beaucoup cette image. Alors, j'ai accompagné des coachs sportifs. Et on est vraiment sur cette même idée. Je prends l'exemple du coach sportif, hein. On peut avoir une application, on peut avoir des vidéos à suivre chez soi, on va faire les exercices tout seul, hein, dans son coin. Mais on a décidé de changer. Là, je file la métaphore un petit peu, hein. J'ai envie de changer, je sais pas quoi, mon corps soit un peu plus tonique, j'ai envie de faire ci, d'être capable de faire ça. Sauf que, est-ce que ça va suffire pour durablement changer? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une petite piqûre de rappel, quelqu'un qui va être là aussi, neutre, encore une fois, l'idée c'est pas de juger la personne pour dire bah tiens, allez vas-y, tiens ce mois-ci, bon ça a été compliqué, tu as fait des erreurs, mais on va travailler ensemble pour que le mois prochain, les choses se passent mieux, et puis on va travailler sur les sujets qui te tiennent à cœur et que tu as besoin de changer. Donc pour moi c'est exactement la même idée, il y a des personnes qui sont capables, avec un logiciel, de faire du sport ou faire un budget, et ça ira très bien, hein. Honnêtement, il y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour un grand nombre de personnes, mais il y en a d'autres qui ont besoin de petite piqûre de rappel. Bon, j'aime pas l'idée coup de pied aux fesses, mais c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça l'idée, c'est allez, vas-y, un petit coup, quelqu'un qui te rappelle gentiment. Il y a des gens qui me disent, mais si vous étiez pas là, bah moi j'aurais pas touché à l'application, j'aurais pas fait ci, j'aurais pas fait ça, quoi.
C'est quand même la puissance des relations humaines, quoi, c'est Ah, clair, c'est hein. ça. Petit coup de pression. C'est ah, au fait, j'ai un rendez-vous. Mais bon, F c'est une pression demandée par la personne, puisqu'elle en demanderait ouais, d'elle-même, hein, donc c'est mais ça, mais c'est le paradoxe, ouais. encore une fois, il faut être courageux pour demander à, à ce Non, qu'on mais te tu as voilà, raison. à ce qu'on pousse un petit peu, quoi. Alors si on parle des résultats de l'accompagnement, on a eu quelques, témoins sur, la chaîne de podcast de Playdit Finance, hein, qui nous ont expliqué. Je me rappelle notamment d'un couple qui, est arrivé avec un découvert structurel de 200 € par mois et qui est reparti avec des économies de 400 €, qui lui ont permis d'ailleurs après d'accéder à la propriété parce qu'ils étaient devenus crédibles auprès du banquier, hein. Ils avaient une capacité à générer, de l'épargne mensuellement. Tu aurais une illustration à nous donner d'un accompagnement et de comment c'était avant et comment c'était après avec quelques clients? Alors j'en ai beaucoup, je vais essayer d'être synthétique. Ouais, Alors moi je prends l'exemple un exemple qui vient à l'esprit. C'est plutôt un couple avec 3 enfants. Les enfants sont déjà assez grands. Ils sont soit en études supérieures, soit sur le point de l'être. Ils ont des situations confortables, mais à un moment donné, ça coince. Pourquoi? Parce que les enfants, eh ben, ça commence à coûter de plus en plus cher. Il y a les études supérieures, parfois des départs à l'étranger, parfois un loyer à payer tout simplement. Et là, au secours quoi. Alors, quand je dis au secours, c'est bah comment je vais faire? J'ai pas d'épargne ou peu d'épargne et les charges augmentent de façon significative. Qu'est-ce que je fais? Et donc là, l'idée, c'est vraiment de revenir sur un certain nombre de choses, prendre conscience que les habitudes actuelles, ça peut pas durer. ouais, Intervenir aussi un peu sur les crédits, un peu sur la maison, mais ça c'est un peu secondaire, mais c'est vraiment cette prise de conscience. C'est jusqu'à présent, bah, j'ai pas mis beaucoup d'argent de côté. La retraite, c'est dans pas si longtemps que ça. Grosse prise de conscience. Parfois, vraiment une claque. Hein, c'est aïe. ouais. Ils regardent un peu les 30 dernières années. Ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire pendant ces 30 dernières années et pourquoi j'ai rien aujourd'hui, quoi. C'est vraiment ça l'idée. Et aujourd'hui, je suis obligé de baisser Ouais, train mon de vie, style de vie en gros, clairement. quoi, enfin mes Clairement, standards, quoi, c'est ouais. ça, exactement. Faire d'autres choix. Après, il y a des gens qui sont entre guillemets parfois coincés un petit peu dans des habitudes. Bon, il y a plein d'exemples assez simples, hein, la voiture, la maison. Donc là, clairement, prise de conscience. Et l'accompagnement, ça a servi à faire ça progressivement, bienveillant, hein, neutre, sans pression, mais sur les 6 mois, c'est voilà, ok, on a compris, il faut qu'on mette de l'argent de côté. Cet argent-là ne sert pas qu'à payer les vacances, mais il faut aussi mettre de côté pour la retraite, etc., etc. Et voilà, tout découle de ça. Mais on a changé des choses durablement, mais il a fallu 6 mois pour le faire. Ouais, bien sûr, et il y a des postes de dépenses qui reviennent plus souvent, que les autres, sur lesquels on peut, agir, vite et bien. Enfin vite, on a dit moyennement, mais bien en tout cas. En fait, il y a les économies faciles et les économies difficiles. Les économies faciles, c'est celles qui sont quasiment indolores. Donc, il y en a plein. Il y a, vous savez, tout ce qui est assurance, par exemple, l'assurance sur les Ouais, prêts, tout ce qui est électricité. Voilà, tout ça, c'est de l'ordre du facile dans le sens où ça nécessite un peu de travail administratif, mais derrière, il y a des sous, hein. Donc ça, c'est la partie facile. La partie plus difficile, c'est changer les habitudes. Après, j'ai des exemples, j'en ai plein. J'ai une jeune étudiante qui se faisait livrer ses courses, qui n'allait pas au supermarché. Donc là, juste ça, changer le comportement, ça a l'air simple. Mais elle n'avait pas conscience du fait qu'elle surpayait ses courses en se faisant livrer. Voilà, c'était pas elle n'avait pas conscience de tout ça. ouais, ouais, ça savais pas. J'ai des gens qui ont vendu une voiture et qui sont mis au vélo. Il y a plein d'exemples comme ça. Ouais, 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 ouais. C'est bon pour la santé en plus, on en En parlait. plus. Quand on peut, c'est bien, on peut pas toujours. Et assurance énergie, déjà, on peut gagner quoi? C'est des dizaines d'euros? Ça peut aller, Ouais, un peu alors, plus, alors chaque mois ou? sur bon, pour ceux qui sont propriétaires et qui n'ont pas fait ce qu'on appelle la délégation d'assurance, on peut être sur plusieurs milliers d'euros lissés sur la durée du prêt, mais ça représente quand même un gros montant, hein. On peut aller jusqu'à 5 000 euros, Ouais. donc c'est pas des petites sommes, même si mensuellement c'est pas grand chose, Oui, sur on sait 20 que ça ans, dure longtemps. voilà. Euh, Mais alors souvent c'est couple avec enfant, c'est là où il y a le plus de pistes d'économie. On a les abonnements mobiles, parfois on a des abonnements qu'on a oubliés d'ailleurs, ça arrive hein, souvent, hein. Tiens, bah, je sais même plus que j'étais abonné à ce truc-là. Et ça, on peut le repérer, Ah avec oui, l'outil Playnit Finance en fait, hein, ça exactement. En on le voit fait, bien là. Ouais, OK. dans les comptes bancaires, mais voilà, c'est quand même assez récurrent le fait que j'ai des gens qui ont abandonné, qui se sont dit mais ce truc-là, je sais même plus ce que c'est, Ouais, ils ont laissé tomber. euh, par où je commence quoi. OK. Ouais, l'énergie, tout ça, renégocier, c'est des pistes, Ouais.
L'économie aussi, ouais. Encore une fois, c'est le plus simple, quoi. C'est regarder déjà combien on paye, combien on pourrait payer en moins. Ça, c'est facile. Et puis, on a des partenariats qui sont là aussi pour nous aider, hein. OK. Et sur le changement d'habitude, donc l'accompagnement standard, on va dire, est de 6 mois, c'est ça, hein? Oui, Tu dirais que tu vois vraiment les changements, à partir de quand? Alors ça dépend, j'imagine, des clients, mais le plus souvent, c'est quoi que tu vois? bah, en fait, ce qu'il faut éviter, c'est un peu ce que j'appelle l'effet accordéon, c'est-à-dire que je suis un peu caricatural, mais à chaque fois, je prends des exemples. Je prends les exemples de la santé, du régime. Je me dis, il n'y a rien de pire que en un mois, je perds 30 kilos. Il se passe quoi le mois suivant? Mmh, L'idée, c'est de baisser les dépenses de façon durable. Si on y va trop fort, ce qui va se passer, c'est l'accordéon. C'est que, ok, certes, ce mois-ci, bah, j'ai divisé par, je sais pas, moi, par 25% mes dépenses. Je me suis tellement privé que le mois suivant, je vais rattraper. ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut 6 mois. Surcompenser, ouais. Voilà. Donc l'effet, je dirais, c'est on est entre ouais, au bout de 4 et 6 mois, on commence déjà à avoir des effets de fond. Et puis il faut parfois aller jusqu'à consolider tout ça, donc allonger un petit peu l'accompagnement, tout simplement pour conserver ses bonnes habitudes. Ouais, c'est ce que j'allais dire, le standard, au bout de 6 mois, il y a c'est quoi la proportion de personnes qui ont besoin ou qui demandent à continuer? Oh bah quasiment tout le monde. J'ai des cas quand même de personnes. Alors moi j'accompagne à la fois des particuliers et à la fois des professions libérales, hein, des indépendants. D'accord. Et sur les indépendants, je m'aperçois que souvent l'engagement est un peu plus élevé, dans le sens où on les accompagne sur leur budget pro et leur budget perso. Ah voilà, Et je trouve que l'engagement est un peu plus fort parce que c'est aussi leur entreprise, quoi. Donc ils ont tout intérêt à ce que tout soit aligné quoi. Ouais, exactement soit tout ouais. aligné. Et souvent, ils sont plus en demande d'autonomie plus rapidement. Donc au D'accord. bout de 6 mois, j'en ai qui me disent, bah voilà, j'ai toutes les clés, je suis prêt à conserver l'outil et puis à faire ça tout seul en autonomie. Pour les particuliers, en général, il faut quand même rajouter 3 mois pour consolider tout ça, pour bien prendre en main les bonnes habitudes et continuer avec l'outil. Après, si ces personnes ont continué, on peut supposer qu'elles y gagnent plus que ce qu'elles dépensent et que ça constitue finalement une sorte d'investissement rentable pour elles. Je ne savais pas faire. Ça m'a coûté de l'argent au début, mais Ouais. si je reprends l'exemple de mon couple de tout à l'heure, ok, j'ai payé une formation pendant plusieurs mois, mais là, mes 20 prochaines années, je suis à peu près sûr et certain d'avoir toutes les clés pour que ça se passe bien, quoi. Que j'arrive à la retraite avec suffisamment d'argent, mes enfants, ils aillent étudier, etc., etc. Donc c'est quand même un bon investissement en général. Oui. Non, c'est clair. Non, c'est clair. Tu parlais des indépendants, donc il y a un accompagnement sur les budgets, enfin les finances personnelles et les finances professionnelles. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus? Moi je connais pas bien le sujet, mais c'est, finalement, il y a des imbrications les unes avec les autres, enfin les il y a des choses, Ouais. qui sont, à gérer en parallèle, j'imagine? Alors très souvent, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, on a un peu tendance à mélanger un peu les deux. Alors, je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais Oui, mais bon, c'est quand même assez récurrent, dans les accompagnements que tu fais. voilà, donc la première chose, c'est déjà de séparer tout ça. On accompagne toujours, on fait toujours les deux en même temps. On fait jamais que le pro, donc parce que les deux sont extrêmement liés. Et la première problématique souvent, c'est combien je me paye. Oui, C'est une question qui a l'air d'être simple et basique, mais voilà, pas quand tant on que est ça. indépendant, on a des mois qui sont plus ou moins soutenus en termes d'activité, en termes de chiffre d'affaires. Donc l'idée, c'est déjà, première base, c'est ok, combien je peux me payer tous les mois sans y penser tous les mois, quoi. C'est en gros, je calcule une rémunération durable dans le temps que je peux lisser, et surtout ça m'aide à me projeter parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas anticiper sa rémunération, de ne pas savoir combien on va gagner le mois prochain, comment on peut se projeter, quoi. Le travail il est un peu différent, mais on va être sur bah déjà il y a des personnes aussi qui sont moins à l'aise avec l'administratif, donc on va les aider un petit peu à tout simplement à mettre les échéanciers en place, hein, pour les charges sociales, l'URSSAF, ce genre de choses, Ouais, bien sûr, d'accord. calculer la rémunération, et puis surtout les aider à mettre de l'argent de côté, à constituer un fonds de roulement pour que en cas de coup dur, en cas de pépin, hein, peu importe, ça peut être soit un départ prolongé en congé, un accident de la vie, il y ait suffisamment pour que la structure elle soit viable et reste en état de marche, hein, tout simplement. Ouais, c'est ce qu'on peut appeler l'épargne de précaution pour les particuliers. C'est ça. Et puis bon, la dernière chose, c'est aussi également
je me suis payé, j'ai payé mes charges, il me reste de l'argent, qu'est-ce que j'en fais? Une partie je vais épargner, une partie je vais investir, une partie je vais me payer en plus, c'est ça. Le cœur du. Ça, c'est ça, c'est quand ça va pas trop mal. Oui, ça c'est bien. Et même plutôt bien, ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler, je sais pas si tu en as en particulier, un meilleur souvenir d'accompagnement parmi, tout ce que tu as fait? Alors, moi j'aime beaucoup en fait accompagner les gens qui sont en transition, donc qui sont souvent encore salariés, ou en tout cas sous contrat, hein, et qui ont un projet voilà, de changement de vie, d'activité. J'aime beaucoup parce que bah, déjà un, je suis passé par là, et deux, j'aime bien je vois en fait tout le potentiel, Mmh. je vois le fourmillement d'idées, et je me dis bah c'est super, je vais être capable de les pousser un petit peu, de les accompagner pour que ce changement-là se fasse voilà, de la façon la plus fluide possible. Donc ça j'aime beaucoup. OK, OK. Je prends un exemple, j'ai un professeur qui veut devenir magicien, j'ai une personne Ça qui... existait ça pour de vrai? Ah oui, oui, Ah ouais? ah ouais. Moi C'est je trouve bien. ça fantastique. Ah ouais, c'est sûr. On a vraiment on a de la chance, hein, d'avoir des parcours de vie très très riches. Voilà, une personne qui souffre un petit peu aujourd'hui dans son travail, et qui arrivait en parallèle de ça, hein, à monter une activité de psychologue en libéral. Bon, il y a vraiment voilà, beaucoup de choses, beaucoup de projets. Et pour moi, ce sont voilà, des personnes qui méritent toute notre attention et puis notre accompagnement. Donc là, tu as vraiment le sentiment d'aider les autres, hein, ce que tu disais au début, Exactement, c'est ça qui me motive au fond de moi. qui t'anime toujours. Alors, est-ce que parfois, après, l'accompagnement, de type coaching, tu ressens que les clients, ont un besoin d'accompagnement complémentaire, d'autres choses? Et si oui, qu'est-ce que tu peux en faire? Alors, il y a parfois un sentiment de ne pas pouvoir faire plus. Euh, il y a des sujets très pratiques, basiques. Par exemple, bon, j'arrive à épargner, qu'est-ce que je fais? Bon, ça, voilà, ça c'est entre guillemets un bon problème. Tu te dis, Ça, bon, moi, c'est bien, ouais, voilà, voilà. ça c'est bien. Mais il y a parfois des sujets un peu plus compliqués, de l'ordre maintenant que les finances vont un peu mieux, je m'aperçois que mon conjoint finalement, je me pose pas mal de questions. Et là, je t'avouerais que voilà, c'est un terrain parfois un peu miné, quoi, hein. Bien sûr, ouais, ouais. C'est pas de ton ressort de le gérer, j'imagine, mais en tout cas, la prise de conscience peut se faire à ce moment-là. C'est ça. Et alors justement si on reste sur les aspects, budgétaires et financiers, si donc, bah, j'ai réussi à générer, une épargne, de façon, régulière, structurelle, il y a un accompagnement de Plénit où on vous renvoie vers des partenaires pour savoir, que faire de ces économies ou comment les aligner avec ses objectifs? On a un réseau suffisamment étendu pour adresser des problématiques. Alors, on parle de déplacement, mais on parle aussi de tout ce qui est regroupement de crédit. Donc, on a au sein de Plénit, hein, des coachs qui sont également soit conseillers en gestion de patrimoine, soit courtiers. Voilà. Donc, D'accord. on peut aller plus loin s'il y a besoin de le faire. Ouais, donc dans le réseau même, on a des clés pour des accompagnements complémentaires qui pourraient, répondre aux problématiques des clients. OK, d'accord. Exactement. Alors tu nous en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais je voudrais revenir dessus, sur le rôle que tu as dans le réseau, des auditeurs coach de Plénit Finance. Tu dis que tu t'occupes de la vente. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu fais que ne font pas tous les coachs, par exemple? Alors, paradoxalement, pour moi, qui ai commencé très tôt, entre guillemets, à avoir une petite activité, le commerce, c'était pas ma force, hein. Moi, je suis plutôt financier. Ouais, Donc, moi, j'ai pris ça comme un challenge. Dans le réseau Plénit, bien évidemment, il y a des coachs, des auditeurs, mais il y a aussi des commerciaux, hein, des gens qui sont là pour vendre la prestation de coaching. Et d'accord. moi, j'ai pris ça comme un challenge pour moi, de me dire, bah tiens, je suis capable de faire du coaching, je suis capable de faire un audit. Est-ce que je serais capable de vendre tout simplement cette prestation-là? Mais pour moi, je dirais pas que c'est contre nature, mais voilà, pour moi, c'est pas naturel. Et je pense que pour être un bon commercial, il faut être convaincu de son produit. Ah oui, J'en suis c'est mieux, hein? persuadé. Voilà. Donc une fois que j'ai été entre guillemets assez confiant sur ma posture de coach et sur le fait que je puisse aider les gens dans quasiment toutes les situations, hein, c'est quand même assez large comme panorama, bah, j'ai accepté de passer de l'autre côté et voilà, tout simplement de faire de la vente. J'ai connu une période un peu compliquée au démarrage, mais bon, maintenant Mmh. c'est plutôt quelque chose qui est ancré chez moi et
assez naturel. Donc voilà, j'ai des clients régulièrement au téléphone pour leur vendre soit un audit, Ouais. soit la prestation audit plus coaching par la suite, quoi. D'accord. Donc ça veut dire que les gens qui écoutent cet épisode du podcast, s'ils, se déclarent intéressés, qui vont sur le site, qui remplissent un questionnaire pour, savoir d'où ils partent, c'est toi qui risques de les contacter après? Voilà, ils ont une chance sur, voilà, ils ont une probabilité de tomber sur moi. D'accord. Non nul, OK. Entendu. Est-ce qu'aujourd'hui, si je reviens à toi, tu te sens toujours libre? Tu sens toujours que tu aides les autres? Qu'est-ce que voilà, comment tu vis cette activité à la fois, bon, de vendeur de prestations et puis surtout après de faire la prestation, hein, de coaching, voilà, comment tu te sens avec tout ça aujourd'hui? Bah, en fait, avec le recul, je me dis que je pourrais plus faire l'un sans l'autre. Pour moi, c'est extrêmement complémentaire parce que c'est comme, je cherche, là, j'ai plus d'image en tête, mais je vais essayer de creuser un petit peu. Voilà, c'est comme, c'est avoir en fait la vue complète. C'est-à-dire que quand on est coach, on voit pas forcément ce qui s'est passé en amont. En fait, je vois toutes les étapes du processus. Donc je vois les personnes qu'on va appeler, avec lesquelles on va avoir une première discussion. C'est un peu au départ, c'est un appel à l'aide, hein. C'est bonjour, Ouais, ouais. j'ai un souci, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Donc là, aujourd'hui, j'aime bien avoir toute cette vision-là, tout le process. Donc ok, on peut vous aider, on fait le bilan et derrière, on va pouvoir vous coacher. Moi, j'ai l'impression que je pourrais plus faire l'un ou l'autre. J'ai l'impression que je suis plutôt à l'aise à faire les deux et que si j'en laissais un de côté, il me manquerait quelque chose. Je comprends, OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui, hésiteraient à se faire accompagner? Justement, notamment, hein, parce que c'est pas évident d'avouer qu'on a une difficulté, à un moment donné. C'est pas évident de s'avouer à soi-même qu'on a du mal à gérer son budget. C'est pas facile, de dire: «Bah, aujourd'hui, comment ça se fait que je m'en sorte pas alors que j'ai des revenus qui peuvent paraître, corrects?» Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Bah, je pense que la première étape, c'est à partir du moment où on est capable de demander de l'aide. Je pense qu'il faut en toute humilité se dire que accepter cette aide. Ouais, Moi je suis un petit peu comme ça, hein. Moi je suis très indépendant et j'aime pas trop quand on me propose de l'aide. Donc je ouais, comprends tout à fait ce que ces personnes peuvent ressentir. Il faut comprendre aussi que les personnes qui vont avoir au téléphone sont en premier lieu là pour les écouter. C'est une phase d'écoute. La posture, c'est on est neutre, on n'est pas dans le jugement, donc on va vous écouter. On est habitué, hein, honnêtement, on a des profils. Il y a plein de gens qui me disent, mais oui, vous en avez jamais vu des comme moi. Bon. Ou ma situation est épouvantable, j'ai honte. Alors c'est ça, en fait, c'est ça. Il faut être capable de demander de l'aide et puis voilà, et puis être écouté. ouais. Pardon, je te coupe, mais ce Je ce t'en que prie. tu dis, c'est important, c'est que savoir que les coachs en face, même si on a l'impression d'être les seuls à avoir réussi à se mettre dans un tel pétrin, bah, ils en ont vu bien d'autres qui avaient, c'est jamais exactement la même situation Non. parce qu'on est tous spécifiques, mais des problématiques qui se rapprochent quand même. Et ce qu'on dit d'ailleurs, hein, des témoins sur d'autres épisodes, c'est le non-jugement. Ils l'ont relevé d'eux-mêmes. Ça, c'est vraiment important. On n'est pas là pour juger les gens et leur dire que c'est inadmissible ce qu'ils ont pu faire, mais on est là vraiment pour les aider à remonter la pente et pas pour faire les choix avec eux, mais trouver avec eux les meilleurs choix qui vont les sortir de la situation dans laquelle ils sont. Donc c'est vrai que vraiment, l'histoire du non-jugement, c'est essentiel. Essentiel. D'ailleurs, sans ça, il y a pas de coaching de toute façon, parce que les gens ils se décourageraient trop vite, quoi. Enfin, Donc c'est ça les premières, les premières clés. Et puis ce qui va rendre possible tout ça, c'est la volonté de changement. Et ça, moi je peux concevoir qu'à une période de sa vie, peut-être on est en capacité de demander de l'aide, mais on n'est pas encore en capacité de remonter un petit peu la pente. Donc il ouais, faut vraiment être prêt à y aller. Et puis une fois qu'on a appuyé sur le bouton, on y va. C'est cette prise de décision, c'est une fois que j'y vais quoi. OK. Est-ce que c'est saisonnier ton activité là? Est-ce que, tu vois, avec les bonnes résolutions du jour de l'an ou ou de la rentrée, c'est fois la rentrée scolaire, il fait encore beau, on a passé l'été, sur la plage, tout va bien? Ou Oui, ou est-ce que les oui. gens ils ont des problèmes toute l'année ou là quand même il y a des petits pics? Non, il peut y avoir, il y a des pics, mais ils se fondent quand même dans la masse. Alors bien sûr que
Alors, il y a des gens qui viennent en début d'année, forcément les fêtes c'est compliqué pour tout le monde, hein, même pour les coachs je pense, hein. Les cadeaux, les fêtes de fin d'année, voilà, Ouais, oui, c'est oui, un mauvais passage, financièrement parlant. c'est ça. Et puis ouais, avant les vacances ou même en retour de vacances, je reviens de vacances, bah, malheureusement je suis à découvert parce que j'avais pas anticipé. Il y a des périodes clés, mais bon, globalement ça se dilue tout ça. OK, et dans l'âge des personnes, tu parlais d'une étudiante tout à l'heure, de Oui. personnes, plus mûres avec 3 enfants, c'est voilà, parce que ça s'adresse à qui, l'offre? Pour moi, il y a pas d'âge. Il faut avoir en fait, j'ai envie de dire qu'il faut la volonté de changer. Et on peut changer à 25 ans, on peut changer à 70. Il y a pas de. Moi, j'aime beaucoup cette humilité qu'ont parfois certaines personnes à me dire, bah, j'ai un certain âge, mais bon, je sens qu'il me manque encore quelque chose. Mmh. J'ai envie d'apprendre. C'est comme n'importe quel apprentissage. Il y a des gens qui se mettent à la musique très très tard. Bah, c'est tout. À partir du moment où on a envie de changer, on est prêt à changer. Pour moi, il n'y a pas de. Il y a pas d'âge pour apprendre à Ouais, ouais, gérer un bien budget. sûr. Donc tu as des retraités, hein, ça peut, ça Ouais, arrive? alors, moi, non, moi personnellement, j'ai pas de retraités, mais j'ai des gens qui ont plus de 60 ans parfois, Ouais, ouais, qui ouais, sont encore en d'accord, activité, quoi. qui sont aux portes de la retraite. OK, bah, écoute, merci Mathieu. Je pense que tu as répondu à plusieurs questions que doivent se poser les auditeurs avant de s'engager dans cet accompagnement de Plénitude Finance. Une dernière chose à rajouter peut-être pour, donner envie aux personnes de tenter leur chance, j'allais dire, c'est-à-dire au moins d'aller, se renseigner, voir s'ils sont éligibles, si leur situation le permet, éventuellement de se lancer dans l'audit. Comme tu disais, c'est quand même pas mal, hein, avant d'aller dans le coaching, d'avoir une photographie de sa situation et surtout d'avoir des points d'appui sur lesquels on sait qu'il y a une marge de progrès avant de se lancer, quoi. Alors je vais revenir un petit peu à mon cas personnel, mais moi j'aime bien cette philosophie de vie qui dit à un moment donné, il faut tenter des choses, quoi. On peut pas rester coincé, on peut pas rester sur un sentiment d'échec. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de faire appel de demander de l'aide, hein, pour quelque situation que ce soit, hein. Ça peut être consulter un psychologue, ça peut être reprendre quelque chose qu'on avait commencé plus jeune et qu'on avait abandonné. Donc j'aime bien cette philosophie de vie qui dit, bah, à un moment donné, essaye, tente, Ouais, tu verras bien où ça te mène, mais il n'y a rien de pire que de ne pas essayer, de pas aller de l'avant et de rester coincé sur une situation qui, malheureusement, souvent, va faire qu'empirer, quoi. ouais, ouais, n'est pas satisfaisante et va pas s'arranger Exactement. comme tu dis. OK, mais merci beaucoup Mathieu. Donc on te retrouve sur, bien sûr le site, de Plénitude Finance et puis, tu existes aussi sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux sociaux? Exactement, sur LinkedIn, tout à fait. Sur LinkedIn, entendu. Merci Xavier. Merci beaucoup, au plaisir. Au revoir Merci, au revoir. Mathieu. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que le témoignage de Mathieu a fait grandir votre intérêt pour le coaching budgétaire. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert sur www.plenit-finance.fr. Vous l'avez compris, vous tomberez peut-être directement sur Mathieu. Si vous souhaitez sortir du cercle vicieux du découvert et enfin réussir à épargner régulièrement, n'attendez plus. À très bientôt.